Et sachant que gouverner, c'est aussi prévoir, vous et moi, on peut s'interroger sur un certain nombre de considérations. Par exemple, en nous disant, mais où était le gouvernement pendant que les Congolais occupaient ces terres de Vindhoulou, de Nangapili et consorts? Que faisaient les pouvoirs publics pendant ce temps? Est-ce qu'il fallait vraiment attendre que les gens aillent s'installer pour que par la suite on vienne leur demander de déguerpir? Je vais vous dire ce que faisait le gouvernement pendant ce temps. Le ministère de la Réforme foncière a certainement, entre autres attributions, le lotissement de nos quartiers. Mais je crois comprendre que Vindhoulou était loti. Moi aussi, il m'est arrivé d'obtenir des titres fonciers. Mais je sais comment on fait pour avoir un titre foncier. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes concitoyens de Vindhoulou qui ont des titres fonciers. Mais pour avoir le titre foncier, il faut au préalable que le tribunal ait rendu des ordonnances d'immatriculation. Donc, là également, le ministère de la Justice est impliqué. Pour avoir un titre foncier, il faut que la Direction générale des impôts, autrement dit la Direction de la conservation foncière, ait émis des certificats de non-opposition. Mais là également, c'est le ministère des Finances qui est impliqué. Je constate que dans cette circonscription de Vindhoulou, pour ne parler que de Vindhoulou, nos concitoyens qui s'y trouvent ont été recensés. Donc le ministère de l'Intérieur est censé savoir que là, il y vit légalement des Congolais. Et on a érigé des bureaux de vote. Ça, c'est du domaine de l'État. Ce ne sont pas les populations de Vindhoulou qui sont allés ériger ces différents bureaux de vote. Il y a même un commissariat de police, là-bas à Vindhoulou, pour rapprocher sûrement l'administration des administrés. Donc tout ça, l'État le fait en connaissance de cause. Il y a à Vindhoulou une école. Mais qui allait construire l'école? Ce ne sont pas les populations de Vindhoulou, mesdames et messieurs. À partir de ce moment-là, on peut quand même se poser d'autres questions, mais peut-être avoir d'autres réponses. Mais permettez-moi de m'arrêter juste là pour vous montrer un peu l'implication des pouvoirs publics dans cette affaire qu'on commence à monter en épingle aujourd'hui. Au demeurant, mesdames et messieurs, quelle est la valeur ajoutée de cette partie du massif forestier-là dans la richesse nationale? Que gagnent les Congolais là-dedans? Et puis, il faut quand même un peu d'humanisme, parce qu'en vérité, beaucoup de nos concitoyens avaient été expulsés de l'aéroport pour cause d'utilité publique. Ils ont été dédommagés et nombreux ont acquis des terrains à Vindhoulou. Ils vont encore être délogés pour une deuxième fois. Voilà donc des Congolais qui, on vous chasse par ici, vous vous installez par là, on vient encore vous demander de partir. À Yinda, j'allais dire, sur le plateau de Vindhoulou, on a besoin d'eau potable. À Vindhoulou, on a besoin de l'électricité. À Vindhoulou, on veut que les pouvoirs publics aillent procéder aux travaux d'assainissement. À Vindhoulou, on a besoin des hôpitaux. Les populations de Vindhoulou n'ont pas envie de sortir de chez elles. À Vindhoulou, on a besoin des écoles avec des tables bancs. Les jeunes de Vindhoulou ont besoin des emplois stables et durables. À Vindhoulou, on veut préserver l'environnement. Voilà les préoccupations des populations de Vindhoulou. C'est ça que nous attendons du gouvernement congolais, qui s'est largement trompé et qui est donc victime de sa propre turpitude. Alors à partir de ce moment-là, on fait quoi, mesdames et messieurs? On peut s'arrêter, on se dit, mais écoutez, pourquoi déloger nos concitoyens d'ici alors qu'il y a plusieurs plaines par ailleurs où on peut planter ces arbres-là? Si donc on va pousser la logique jusqu'au bout,
on se dira, bon, mais voilà, donc les écoles qui y sont, les commissariats de police qui y sont, les bureaux de vote qui ont été donc érigés pour les eucalyptus ou pour les hommes. C'est pourquoi j'en appelle publiquement et solennellement au président de la République pour que dans sa grande mansuétude, il vienne nous apporter la solution idoine qui puisse contribuer à l'apaisement dans cette partie de notre République. Nos compatriotes qui se sont exprimés à travers ce meeting de « Touche pas à mon président » ont tout à fait raison, puisqu'ils étaient en train d'exercer là un de leurs devoirs constitutionnels. La liberté de manifester, la liberté de s'exprimer. À ce titre-là, oui, il va leur concéder. Mais le président de la République n'est pas le président de la majorité présidentielle, à ce que je sache. M. Sassou est le président de la République du Congo. Donc au même titre que vous et moi, il est notre président à nous tous. La question qu'il convient plutôt de se poser maintenant, là, c'est de savoir que cache ou que cachait tout ce thème de « touche pas à mon président ». C'est ça la question fondamentale. Si « touche pas à mon président » concerne l'affaire des restes de Brazza, qu'on a mené à Brazzaville, le mausolée de Brazza. Ok, c'est bien ce qu'ils ont voulu mettre à l'intérieur. Mais ça peut aussi être l'affaire des disparus du beach. Ça peut aussi être l'affaire du 4 mars. Ça peut aussi être l'affaire des biens mal acquis. Mesdames et messieurs, la justice est indépendante au Congo. Mais elle l'est davantage en France. Donc s'il y a des affaires de cette nature qui sont pendantes devant les tribunaux, pourquoi voulez-vous que ce soit M. Mabior qui donne son point de vue? Moi j'ai du respect pour la séparation des pouvoirs. Moi je suis du législatif, les autres c'est le juridictionnel, c'est le magistrat. Que ce soit en France ou au Congo, il faut laisser la justice dire le droit. Par contre, ce qui est très dangereux, c'est de chercher à tirer à boulet rouge sur la France. Sur la France. Il n'y a aucune raison. La justice française, elle est indépendante, elle n'a rien à voir avec l'État français. Donc il faut plutôt éviter des attitudes de nature à inciter les populations à trouver la prétexte à la xénophobie. C'est ça qu'il faut craindre tout simplement dans cette affaire. Mais au-delà de cela, chers amis, puisque j'ai dit qu'il s'agit d'exercer la liberté constitutionnelle, ça veut dire que il faut être serein et se dire que c'est ça la vie d'un état de droit. Si demain matin je vois des gens devant mon bureau qui me disent « Monsieur, touchez pas à notre président du RDPS », ils auraient exercé leur droit. Mais il faut aussi s'attendre, si un jour des gens se lèvent et disent « touche pas à ma constitution », eh bien, il faut les laisser aussi manifester. Parce que c'est ça la liberté que nous octroie notre constitution. C'est ça la démocratie. Quant à ce qui concerne la participation du RDPS à ce meeting, le RDPS est un parti structuré. Le président du RDPS est lui-même sénateur du RMP. Le président du RDPS est lui-même président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle au Sénat. Donc à ce titre-là, c'était la personne la mieux indiquée pour aller au meeting. Mais vous me dites qu'il n'a pas été au meeting, c'est vous qui me l'apprenez. Je vais devoir tout de suite, après cette intervention, appeler le président pour lui dire que les journalistes de Pointe-Noire veulent savoir pourquoi vous n'étiez pas au meeting. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Le Congolais d'Ambaye n'arrive pas à faire la relation entre la croissance économique, le panier de la ménagère, les transports et l'éducation des enfants. Tout ça, c'est très compliqué en termes simples. Que peut vouloir dire 5%, 6% de croissance économique? Le concept de pays émergent apparaît d'abord dans la littérature financière. À ce moment-là, il s'agissait de l'ouverture des marchés
boursiers de certains pays en développement, tels que Singapour, Mexique, Afrique du Sud, juste à côté, Russie aussi, parce que la Russie fait partie de ce qu'on appelle les pays émergents. Mais il y a quand même un certain nombre de critères à remplir pour se dire pays émergent. Parce que l'émergence sous-entend aussi que nous avons des infrastructures viables. L'émergence sous-entend que le système scolaire est de qualité. L'émergence s'entend de ce que nous avons aussi des écoles performantes, des hôpitaux performants, mais aussi que les droits de l'homme sont respectés, que la protection de l'environnement est un acquis. Je vous renvoie la question, est-ce que vous pensez vous-même que le Congo peut se réclamer pays émergent d'ici à 2025? Je n'en suis pas sûr, pas tout à fait. C'est pour ça qu'il faut plutôt dire que l'émergence, c'est un idéal que nous devrons atteindre, mais après plusieurs années de dur labeur. Si l'on perçoit ça de cette manière, ça veut dire qu'on y arrivera un jour, pourvu que naturellement, à partir d'aujourd'hui, nous commençons un peu à changer nos comportements sur tous les plans. Quant à cette histoire de taux de croissance à 5%, qu'est-ce que le taux de croissance de 5%? D'abord, il faut partir du principe que les 5% de taux de croissance ne sont pas propres au Congo. C'est un taux de croissance général, généré par l'augmentation des prix des matières premières. Et donc, c'est comme si c'était synergique. Ça concerne toute l'Afrique d'abord, puis toute la sous-région, et enfin le Congo avec. À ce titre-là, naturellement, on peut se dire, ça se passe bien. Maintenant, est-ce que ce taux de croissance-là réagit aussi sur le panier de la ménagère? Chacun de nous peut en faire son opinion. Ce n'est pas un problème de dissuasion, c'est un problème démocratique, tout simplement, cher frère. Vous me dites, oui, mais vous députés, comment vous allez faire? Mais moi, tout à l'heure, je vous ai dit quel était le rôle du député. Aussi minime soit-il, c'est celui-là, mon rôle. Être moins capable de poser des questions au gouvernement. Elles peuvent être orales, elles peuvent être écrites, avec, sans débat aussi, justement, pour les orales. Mais je vous ai aussi dit que le Parlement peut faire ce qu'on appelle des enquêtes parlementaires qui peuvent aboutir à des conclusions. Ces conclusions-là peuvent nous amener à interpeller au moins le gouvernement. Quand nous aurons fait ça, nous n'aurions pas tout à fait perdu notre temps. Parce que ce sont là les missions que nous confie la Constitution. On ne peut pas en inventer. Oui, monsieur, vous avez dit que le système actuel, le régime, il est présidentialiste. C'est bien le mot. Parce que j'ai cru comprendre que on parle de l'opportunité du changement de la Constitution ou pas. Moi, j'avais déjà répondu à ce genre de questions-là. Vous connaissez ma position sur ça. Lorsque nous avons adopté la Constitution de 2002, nous avions même tenu à dire publiquement et solennellement que cette Constitution ressemble à une tenue cousue sur mesure. C'était clair. Parce que nous sortions de la guerre et on avait besoin d'un président de la République qui ait des pouvoirs très forts pour ramener la paix dans le pays. C'était ça la raison que nous avait donnée. Pour critiquer justement la Constitution de 1992, dans laquelle justement le Parlement pouvait voter une motion de censure sur le gouvernement. Mais là, depuis qu'on a laissé tomber cette histoire-là, lorsque les ministres viennent au Parlement, c'est à la limite pour vous narguer. Parce qu'ils savent qu'à la fin, il n'y a pas de sanction. Seul le président de la République qui les a nommés peut les relever. Mais d'un autre côté, le président de la République aussi ne peut pas dire « moi je ne veux plus voir ces députés-là ». Donc on se regarde en chaîne de faïence, quelles que soient les fautes que nous pouvons commettre. Question, faut-il changer la Constitution? Vous entendez les débats qu'il y a autour. Mais ce n'est pas tant la question du changement de Constitution qui nous intéresse, c'est de l'opportunité du changement de la Constitution. De l'opportunité.
J'ai déjà répondu à toutes ces questions-là. Ici, chaque fois. Peut-être qu'on peut se dire, pour ne pas se voiler les yeux, oui, il appartiendra au président de la République qui sera élu après 2016 d'emmener dans son package la réforme de l'État, parmi lesquelles le changement de constitution. Mais si en 1904, si en 2002, s'il vous plaît, si en 2002 nous avons voulu que cette constitution-là soit celle qui est là, parce que nous avions besoin que la paix revienne au pays. Bon, mais on peut continuer avec ça, non? Jusqu'en 2016. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut tout de suite changer cette constitution? On peut continuer avec cette constitution, puisqu'elle a été cousue pour le président de la République qui est là. À quel moment c'est devenu un habit inefficace? Le président a toujours gouverné avec cette constitution. Personne ne s'en est offusqué. D'où vient-il alors qu'il faut la changer? Nous, on dit oui, il faut la changer. Mais c'est le président qui viendra après 2016 qui amènera dans son paquet cette opportunité de dire, ah, chers amis, cette constitution ne nous convient plus. Monsieur Sassou Nguesso a pacifié le pays. Maintenant, tout le monde est tranquille. On peut se promener toute la nuit, on peut dormir tranquillement. Il faut coudre des lauriers à ce monsieur-là, l'accompagner tranquillement dans sa retraite paisible. Et celui qui arrive dit, maintenant, moi, je vais changer la constitution parce que je veux une certaine discipline au niveau de l'État. Parce que les ministres, pour revenir au système parlementaire, au régime parlementaire, les ministres désormais, quand ils viennent devant les députés qui sont l'émanation du peuple, ils doivent savoir, ah, je pars à l'Assemblée, mais c'est pour me faire interroger par le peuple congolais. Et que si je m'exprime mal là-bas, ou si mon comportement est inapproprié, alors sûrement qu'ils vont demander à ce que le gouvernement soit censuré. C'est ça aussi la démocratie. Mais si nous cherchons à tourner autour du pot, parce qu'on vous a promis un poste ministériel, parce qu'on va vous donner de l'argent, vous dites qu'il faut changer de constitution. Non, il faut que les intellectuels demeurent des ardents défenseurs des principes démocratiques. Point barre, il n'y a pas à négocier. Ce n'est pas une négociation. Le jour où le président de la République a prêté serment, qu'est-ce qu'il a dit? Je prête serment. Premier tiré de respecter la Constitution. C'est le premier tiré. Donc, ça veut dire que si le président de la République dit qu'il change la Constitution, ça veut dire qu'il ne la respecte plus. Ce serait donc un parjure. Parce qu'il a dit, je jure, je jure. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Maintenant, si vous ne respectez plus ça, ça devient un parjure.